Et ce qui est, je trouve marquant dans ton livre, c'est que tu parles, donc je disais, de cette sémantique, c'est-à-dire que tu parles en France, on a des mots très forts pour les enfants, enfant roi, enfant tyran, des enfants qu'on doit mater, qu'on doit éduquer un peu, même on a des fois du vocabulaire un peu dédié aux animaux, les dresser, être dans cette verticalité, cette dureté, parfois même, de toute façon il n'y a que comme ça qu'il va comprendre. Et à l'inverse, tu parles en Suède où déjà tous ces mots n'existent pas, mais eux ils ont des mots hyper valorisant pour les enfants. En fait, la langue suédoise, elle est fantastique. Faut quand même que je le dise, parce que c'est vraiment, en fait, moi, d'apprendre le suédois, de l'apprendre vraiment couramment, de le parler vraiment au mieux, quoi, ça m'a vraiment fait changer de vision du monde, quoi. Tu vois, c'est vraiment, si tu prends la langue française et la langue suédoise, je dirais que c'est les deux opposés. La langue française, elle est au service d'une verticalité. Dans énormément, les gens se voient, tu vois, monsieur, madame, et puis on a énormément de mots axés, on est très dans l'intellect. Le français, il se pense, tu vois. Le suédois, il se ressent, tu vois. C'est très différent. C'est une langue qui est vraiment axée sur l'émotionnel, et il y a des mots, effectivement, qui ont vraiment pris de l'essor après, vers les années 70, qui étaient moins présents avant quand on regarde les archives. Mais tu vois, des mots, par exemple, la sécurité émotionnelle, c'est un mot, ça c'est une virgule, ça, en suédois. Tu l'utilises à toutes les sauces, quoi. Tu vois, c'est vraiment cette idée de sécurité émotionnelle, à la fois pour les enfants, à la fois, tu as une sécurité émotionnelle, par exemple, je sais pas, moi, si t'as un bon salaire, tu vois, on va dire que ça te donne une sécurité émotionnelle. C'est pas uniquement la sécurité de, j'ai un toit sur la tête. Tout est relié, en fait, dans la langue, comme une espèce comme ça de toile, une toile autour, en fait, de la relation, tu vois. Et ça change vraiment, en fait, la façon de penser quand t'as les mots pour le dire, tu vois. Ça t'ouvre, en fait, vraiment des possibles que tu ne peux pas imaginer sans la langue et sans les mots. La langue et les mots, c'est d'une puissance infinie. Mais je pense qu'il faut parler deux langues pour vraiment comprendre à quel point c'est le cas, quoi, tu vois. Donc, je pense que toi, tu vois de quoi je parle. Parce que ça te change vraiment ta vision. Enfin, je sais pas, il doit se passer un truc dans le cerveau, quoi. Quand tu dis des mots comme ça, je sais pas, ça doit créer des connexions. Il y a quelque chose qui doit se passer parce que c'est extrêmement puissant. Et effectivement, il y a des mots qui n'existent pas. Par exemple, les enfants rois. Enfin, si les enfants rois sont les fils et les filles de la famille royale, mais ça n'existe pas en tant que concept de l'enfant tyran. Il y a pas, comme je le dis aussi, il y a plein de phrases, baisse les yeux quand je te parle, wiki, tu vois, ce genre de trucs, ça se dit pas non plus. Donc, il y a des mots qui existent, mais qui sont pas utilisés. Et puis, il y a des mots qui existent, mais qui ne veulent pas dire la même chose. Par exemple, les limites. On parle de limites en suédois. Mais ça n'est absolument pas le même mot. D'ailleurs, quand je le dis en français, limite, c'est un mot, tu vois, quand je me le dis pour moi-même, tout de suite, ça me... C'est de l'autorité, tu vois, je trouve. Tout de suite, je suis d'accord que ça a une connotation assez la connotation, dure. Elle est dure. Et pourtant, au fil du temps, parce que c'est un mot vraiment avant que je détestais, et au fil du temps, j'ai appris un peu à l'adoucir dans ma tête, et tout ça. Et donc, du coup, maintenant, je peux l'utiliser. Mais je sais que quand je l'utilise, les gens avec qui je l'utilise ne vont pas l'entendre comme moi je l'entends. Mais tu donnes un autre mot pour en parler. Les repères. Le repère, ouais. C'est vrai que ça, il y a une délimitation. Il y a une sensation d'être entouré, de protégé, qui est moins dur que le mot limite. Même en anglais, moi, c'est boundaries. Et je trouve que c'est un plus joli mot, boundaries, que et quand je limite. le dis en suédois aussi, tu vois, pour moi-même en suédois, c'est un mot, je trouve. C'est comment ? Gränsar. C'est infiniment doux, en fait. C'est quand tu dis ce mot, c'est vraiment, en fait, tu t'imagines un petit cocon, en fait, tu vois, de sécurité affective, de relation, c'est pas du tout la même connotation. Tu expliques aussi que en Suède, on a tout à fait intégré la théorie de l'attachement, que c'est le socle et la base des études de psychologie, ce qui n'est absolument pas le cas encore en France, malheureusement, que la population générale connaît très bien la théorie de l'attachement, et donc que cette notion de sécurité, de sécurité émotionnelle, physique et de relation à l'adulte, de la connexion de la relation, est aussi imprégnée dans le système scolaire. Elle est imprégnée partout. Je dirais vraiment, justement, moi je l'appelle donc la culture de la relation. Mais la culture de la relation, son socle, c'est effectivement la théorie de l'attachement.
En fait, il y a vraiment eu un choix, parce que c'est des choix, en fait. C'est des choix politiques, c'est des choix sociaux. Si encore une fois, on va faire une dichotomie pour que les gens comprennent mieux ce que je veux dire. Mais en France, on est plus sur la théorie des pulsions. Donc la théorie des pulsions, elle va te dire finalement que l'enfant et l'être humain, en fait, naît mauvais. Et qu'il va te falloir, en fait, le discipliner, le civiliser pour qu'il rentre dans la petite case de la société, tu vois. Et dans notre société, en fait, tout est fait autour de cette méfiance, donc, parce que forcément, si l'être humain naît mauvais, bah, t'as un regard de méfiance sur lui, quoi. Tu vois, tu fais attention à sa nature, j'aime pas trop le terme, mais en tout cas, t'es dans la méfiance. Et toute la société française, en fait, elle est autour de ça. Autant, tu vois, dans la langue que dans les structures, mais tout, en fait. C'est dans tout, quoi. Dans la façon dont on se regarde, dans la façon dont on se parle, enfin, voilà. Et en Suède, il y a beaucoup plus cette idée qui a été vraiment portée aussi politiquement parlant, de la théorie de l'attachement. Qu'on peut vraiment, en fait, dire c'est un peu la théorie, tu vois, opposée à la théorie des pulsions, qui, en fait, voit l'être humain comme un être plein de potentiel. Je dirais pas forcément bon, parce qu'on va me dire, c'est très Rousseau. En tout cas, plein de potentiel et de possibilités de faire les choses. Si cet être humain reçoit les bons ingrédients de relation, voilà, de sécurité, donc en fait, c'est vraiment la théorie de l'attachement, elle choisit l'humain, en fait. En me disant, ok, l'humain n'a besoin que des bonnes ressources pour s'épanouir. Tu vois. Et c'est vraiment ça, en fait. C'est pour ça que la Suède et la France, c'est vraiment deux opposés à ce niveau-là. Parce qu'en fait, c'est deux regards sur l'humain qui sont profondément opposés. On est influencé, nous, par la psychanalytique. La psychanalyse, c'est ce que tu dis oui, là, sur la théorie des pulsions. C'est sûr. En tout cas, la psychanalyse, oui, mais aussi, je dirais, quelque part aussi, la compréhension de la psychanalyse qu'on a en France, tu vois. C'est pas la même aux États-Unis, par exemple. La psychanalyse américaine est différente. Et pour le peu de psychanalyse qu'il y a en Suède, les gens avec qui j'ai parlé sont absolument pas, tu vois, comme on est en France, quoi. C'est au contraire des grands défenseurs des droits des enfants. Enfin, donc, tu vois, c'est... ça dépend ce qu'on en fait. Mais en France, on en a fait quelque chose d'abominable. Donc, tu parlais de cette relation très pyramidale qu'on a en France, qui est absolument pas la norme en Suède. Et tu dis des choses très intéressantes, c'est que les droits des enfants, c'est un sujet primordial. Vraiment, c'est quelque chose qui imprègne la société. Surtout que les enfants sont concertés par rapport à leurs droits. Concrètement, ça se passe comment ? C'est-à-dire de plus en plus, quoi. Parce que effectivement, il y a la génération d'enfants de 1979 qui est devenue adulte. Et comme je le dis aussi dans le livre, aujourd'hui, ils pensent plus loin. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait cette idée de on tape pas les enfants, voilà, on les respecte. Mais aujourd'hui, il y a vraiment cette idée beaucoup plus de ça suffit pas, en fait, de pas les taper ou de pas les punir. Ou en fait, concrètement, c'est eux les experts de l'enfance, quoi. Tu vois. Donc il y a aussi une possibilité, je pense aussi, dans la société qui se développe, quand t'as une majorité de gens qui n'ont pas reçu de coups, qui pour beaucoup n'ont pas été punis non plus, qui n'ont pas grandi là-dedans, ils peuvent penser plus loin. Je sais pas, encore une fois, ça doit être une histoire de cerveau mais ils peuvent forcément penser plus loin, quoi. Donc, cette idée, en fait, de concerter les enfants, c'est la base des droits de l'enfant. Si tu regardes la Convention des droits de l'enfant, il y a deux grands axes dans la Convention des droits de l'enfant. Il y a la protection, puisque l'enfant est un être vulnérable qui a besoin que l'adulte plus fort, plus grand, utilise cette force au service des droits de l'enfant pour le protéger, pour le sécuriser. Encore une fois, l'attachement. Et puis, tu as la participation. Alors que l'enfant, il n'est pas que vulnérable. L'enfant, il est aussi compétent. C'est un sujet de participation, c'est un sujet de droit. Et donc, du coup, tu dois nécessairement concerter l'enfant, lui demander son avis, t'intéresser vraiment à lui avec curiosité et vraiment humilité, encore une fois, hauteur d'enfant, pour pouvoir réaliser la protection. Ces deux, en fait, axes vont ensemble. Et tu peux pas, en fait, protéger l'enfant s'il ne participe pas. Tu vois. Donc, c'est vraiment, en fait, encore une fois, cette idée du dialogue, tu vois, de cette idée de faire les choses ensemble dans le relationnel, qui est très forte. Donc tu disais les droits de l'enfant, c'est vraiment un sujet primordial dans la société suédoise. Et surtout, ce qui m'a marqué dans le livre, c'est que tu dis que les enfants sont concertés, qu'ils ont à apporter leur avis, à donner des indications sur comment on va les traiter, en gros. Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs, c'est la loi de le faire, en fait. En fait, la Convention des droits de l'enfant, pour faire
petit historique, donc elle est arrivée en 89, la Suède l'a ratifiée en 90 et la France l'a ratifiée en 90. Donc on l'a ratifiée au même moment en fait. Mais la France, on a dans notre système en fait moniste, les conventions internationales vont au-dessus de nos lois nationales. Donc en fait depuis 90, en France, la Convention des droits de l'enfant c'est une loi. Pourtant on ne la connaît pas. La Suède c'est un pays dualiste. Donc du coup, ils n'ont pas du tout le même système. Donc en fait, la Convention des droits de l'enfant, elle avait un impact mitigé concrètement, et en cas de problème, ça passait plus en dessous qu'au-dessus, quoi. Donc ils en ont fait une loi en 2020. Mais il y a vraiment aussi cette idée que la Convention des droits de l'enfant, qui a été ratifiée par tous les pays du monde sauf les États-Unis, c'est aussi un produit de consensus énorme. Parce que pour se mettre d'accord entre toutes les cultures, tous les pays, ça a été très compliqué. Elle a failli ne pas exister d'ailleurs. Donc il y a vraiment cette idée que pour comprendre la Convention des droits de l'enfant, il faut en comprendre l'esprit. Pour comprendre l'esprit, il faudrait comprendre aussi, on parle de Janusz Korczak par exemple, qui est le père spirituel de la Convention des droits de l'enfant, il faut connaître son travail, qui est aussi un travail de dialogue envers l'enfant, de participation, de voir l'enfant comme un être humain, en fait, à part entière, dans une relation d'égal à égal au niveau de la dignité. Donc ça, en fait, c'est l'esprit de la Convention. Et si on ne comprend pas l'esprit de la Convention, on peut dire les droits de l'enfant, mais les droits de l'enfant, c'est une notion vitrine, si tu veux. Enfin, ça devient, c'est joli à dire, tu vois. On se dit, oui, on est dans la protection de l'enfance, tout ça. Mais on comprend pas concrètement ce que ça signifie. Et la Convention des droits de l'enfant, elle a 2 axes principaux. La protection, la participation. Donc la protection, ça va être cette idée de, parce que l'enfant est vulnérable. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une Convention des droits de l'enfant, il y a une convention particulière à l'enfant, tu vois. Parce qu'en fait, l'adulte plus fort, qui a plus d'expérience de vie, qui a plus de pouvoir aussi, va devoir mettre cette force et ce pouvoir au service des droits de l'enfant, pour le protéger. Parce que l'enfant est vulnérable en développement, toute cette sphère-là. Et l'autre pan, qui est vraiment totalement opposé, c'est que, oui, mais l'enfant, il n'est pas que vulnérable. Il n'est pas que en développement, il n'est pas que l'adulte de demain, comme on dit. Il est aussi compétent, il est là tout de suite maintenant, il a des droits, et c'est un citoyen. Donc, en fait, il a le droit de participer. Et il y a vraiment cette idée qu'elle est indivisible, la Convention. Donc, pour réaliser la protection, il faut nécessairement que l'enfant participe. Donc, si tu considères pas l'enfant comme un être compétent qui a son mot à dire, tu ne peux pas protéger l'enfant, en fait. Parce qu'encore une fois, tu vas parler au-dessus de sa tête, tu vas te placer en tout sachant, mais sans, en fait, prendre les conditions propres de l'enfant en considération, alors que c'est l'idée même de l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est que chaque enfant a un intérêt qui lui est propre. Et il faut nécessairement concerter l'enfant pour savoir, en fait, ce que lui en pense. Ça ne veut pas forcément dire que tu vas nécessairement suivre ce que veut l'enfant. Parce qu'il y a cette idée de l'âge, des capacités, mais il y a vraiment cette intention de, encore une fois, se mettre vraiment à la hauteur de l'enfant. Et qu'est-ce que t'en penses ? Qu'est-ce que toi, tu voudrais ? Comment toi, tu vois les choses ? Tu vois ? Et une fois que tu as bien entendu et que tu as bien compris le point de vue de l'enfant, de prendre la décision en incluant aussi ça. Tu vois, c'est une intention aussi. Donc la Convention des droits de l'enfant, moi j'en ai beaucoup parlé au début quand j'ai sorti mon livre, parce qu'en France on n'en parlait pas du tout, et quand il y avait tous ces débats là sur l'isolement, je suis venue dire, mais en fait dans la Convention des droits de l'enfant c'est interdit d'isoler un enfant. Voilà, fin du débat, tu vois. Ça fait partie des violences mentales, tu vois. Et j'ai vite compris en fait que les gens comprenaient pas trop de quoi je parlais, quoi. Tu vois, on a cette idée en France beaucoup que la Convention des droits de l'enfant, c'est un texte humanitaire. Ça concerne pas nos enfants, ça concerne les enfants des pays en développement, tu vois. On a beaucoup cette idée-là, en fait. Forcément, puisqu'il y a aussi beaucoup, il y a l'UNICEF, tout ça, qui quand même l'organisme aussi qui s'occupe beaucoup de la Convention. Mais la Convention, ça n'est pas que ça. La Convention, c'est tout le socle, en fait, des droits de l'enfant et de l'enfant sujet de droit et de la participation. Et finalement aussi, si on le relie en tout cas à la façon suédoise de le concevoir, de la hauteur d'enfant, quoi.